Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, promotion de la destination Côte d'Ivoire, un hôtel de luxe ouvert à Makori-Biétry. L'avenue Hôtel Apartment, un investissement de 25 milliards de francs CFA, un bâtiment de 180 chambres, une réalisation qui crée des centaines d'emplois. Le Premier ministre Robert Begley-Mambé a inauguré le complexe hôtelier ce samedi. Ouverture demain de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève, en Suisse. La délégation ivoirienne conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a participé ce dimanche à la réunion consultative du groupe de l'Union parlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique sur la crise au Proche-Orient. Le forum des affaires a pris fin à Kigali, au Rwanda. Des entreprises ivoiriennes étaient présentes à cette deuxième édition de la ZLECAf, une occasion de nouer des partenariats pour de nouveaux marchés. Le stand ivoirien ne désemplissait pas. Les services proposés ont eu du succès auprès des visiteurs. Le pape François appelle ce dimanche à respecter les soldats de la force des Nations Unies au Liban. La mission onusienne a accusé cette semaine l'armée israélienne de tirer sur ses positions, au moins 5 casques bleus blessés. Le paysage touristique enregistre un nouveau site, 25 milliards de francs CFA d'investissement de l'avenue Hôtel Apartment, un complexe hôtelier de luxe situé à Biétry, commune de Makori. C'est le Premier ministre qui a inauguré l'établissement ce samedi. On en parle avec Léon Brou. Voici le nouvel établissement qui vient s'ajouter à l'offre ivoirienne de réceptifs hôteliers. Ce joyau architectural de la gamme des hôtels appartements allie élégance et luxe pour offrir plus de 50 chambres et 70 appartements pour une capacité d'accueil globale de 180 visiteurs. Au sein de l'établissement aussi, restaurants, bars, salles de réunion et autres commodités sportives notamment. C'est le fruit d'un investissement privé. Le design, l'architecture et l'ambiance ont été pensés pour allier modernité, fonctionnalité de art de vivre, faisant de cet endroit bien plus qu'un lieu de séjour, mais une véritable expérience. Cependant, notre ambition dépasse la seule création d'un hôtel. L'avenue Hôtel Apartments est un projet qui s'inscrit dans notre vision de développement local. Contribuer à promouvoir la destination Côte d'Ivoire, avis partagé par le ministre du Tourisme, pour qui ce complexe hôtelier incarne la vision de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Siandou Fofana indique que l'établissement valorise les talents locaux et intègre les ressources du terroir dans ses services et prestations, révélant ainsi le tourisme comme force de soutien aux richesses humaines et culturelles. Le tourisme est l'un des piliers de la croissance économique de notre pays et chaque nouvelle infrastructure touristique comme celle-ci représente bien plus qu'un simple projet d'investissement. C'est une opportunité pour créer des emplois, pour participer à l'essor des territoires, pour améliorer l'expérience des visiteurs, mais surtout pour renforcer l'image positive de notre pays à l'international à travers une offre hôtelière de qualité. Cette promotion de la destination Côte d'Ivoire, pas seulement la raison de la mobilisation du chef de gouvernement. Le Premier ministre Robert Begley-Mambé soutient le promoteur de l'établissement qui partage avec le chef de l'État la même vision du développement et de l'emploi. Vous avez investi pour la partie hébergement plus de 16 milliards de francs CFA. Si nous ajoutons la partie restauration, le total fera 25 milliards de francs CFA. Vous allez offrir aux jeunes Ivoiriens, pour la partie hébergement, 300 emplois. Si on ajoute la restauration, on aura un total de 500 emplois. Je voudrais vous demander de servir ici ce qu'il y a de plus beau, c'est l'hospitalité des Ivoiriens, le sérieux des Ivoiriens. Parce que quand on commence, tant qu'on n'a pas fini, on ne s'arrête pas. Voici la Côte d'Ivoire. Et de dire l'engagement du gouvernement à accompagner les investisseurs, le Premier ministre explique qu'en 2025, le secteur du tourisme devrait pouvoir contribuer à l'économie nationale pour 11% du produit intérieur brut.
Je vous emmène maintenant à Genève, en Suisse. La 149e Assemblée de l'Union interparlementaire s'ouvre demain. Le président de l'Assemblée nationale conduit la délégation ivoirienne. Dès son arrivée ce dimanche, Adama Bictogo a participé à la réunion consultative du groupe de l'Union parlementaire des pays membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Envoyé spécial à Genève, Marie-Chantal Akandan, Célestin Frodo. La 149e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP qui se tient à Genève rassemble des parlementaires du monde entier pour débattre de thèmes majeurs tels que l'intelligence artificielle, la démocratie et les droits humains. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, conduit la délégation ivoirienne et joue un rôle actif dans ses travaux. Il a notamment présidé une réunion consultative du groupe des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale a appelé à une position commune en faveur de la paix au Proche-Orient. Nous devons sortir de cette réunion en mettant de côté les intérêts individuels. Nous devons, nous ici, de pouvoir donc être une force de proposition pour qu'à l'Assemblée générale, l'UPC ne puisse avoir qu'une seule voix et que nous puissions nous engager tous aux côtés de la recherche de la paix et de la stabilité pour la Palestine et le Liban. En marge des discussions, le président de l'Assemblée nationale a tenu des échanges bilatéraux avec plusieurs de ses homologues, notamment son Excellence M. Khalil Hilal Nasser Al-Mawali, président de l'Assemblée consultative d'Oman, et son Excellence M. Numan Kurtulmus, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Ces entretiens ont porté sur des questions d'ordre international et régional. L'ouverture officielle de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire aura lieu ce 14 octobre à Genève. Les attentes pour cette rencontre internationale incluent l'adoption d'une charte sur l'éthique des sciences et technologies, soulignant l'importance croissante des enjeux technologiques dans les débats mondiaux. Toujours dans l'actualité parlementaire, ici sur place, le président du comité scientifique du colloque des Sénats d'Afrique était l'invité à 13h dans le magazine du dimanche. Une rencontre tenue cette semaine à Yamoussoukro a été marquée par la création de l'association des Sénats d'Afrique. Kandia Kamara, désignée présidente de l'organisation. Je vous propose un extrait de l'intervention du professeur Vali Sidibé. Le colloque avait pour objectif fondamental d'offrir aux citoyens lambda une bonne lisibilité et une bonne visibilité des Sénats. Et bon nombre de nos citoyens, nos concitoyens, et même peut-être parmi nos sénateurs, ne savent pas quelle est l'essence même du Sénat. Et quand nous allons vers certains, mais vous faites quoi? Comme le dit couramment l'Ivoirien. Le colloque a porté sur idées de Sénat et les expériences sénatoriales en Afrique. D'où tire-t-on l'idée des Sénats? Évidemment, de notre patrimoine culturel commun. Les sociétés antiques l'ont expérimenté, qu'on les appelle Sénat ou Conseil. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que nous avons eu l'audace et la témérité d'avoir l'idée et d'avoir l'initiative et au plus haut niveau d'avoir le patronage du président de la République Alassane Ouattara. Pourquoi la Côte d'Ivoire aussi? Parce que la présidente du Sénat, lorsque nous lui avons soumis l'idée, elle a dit il faut l'exécuter immédiatement. 3 axes de réflexion donc. D'abord l'historique, l'histoire des Sénats de l'Antiquité à nos jours. Ensuite, amener d'autres Sénats que nous ne connaissons pas ou d'autres conseils que nous ne connaissons pas à venir exposer sur leurs fonctions et leur fonctionnement pour que les sénateurs de Côte d'Ivoire puissent se nourrir de leurs idées et enfin les perspectives des Sénats en Afrique. Il n'y aura pas de grève dans les établissements scolaires cette semaine. Les organisations syndicales lèvent leur mot d'ordre de grève. Une décision après une rencontre avec la ministre de l'Éducation nationale et l'appel au dialogue pour trouver des solutions aux revendications. Fred Oulaï, Léon Brou.
Prévu pour 72 heures pour compter de ce mardi 15 octobre, la grève dans le secteur éducation-formation annulée. Résultat des négociations de ce dimanche entre la ministre de l'Éducation nationale, le MIDD, le SNEPSI et le CSE-ND, 3 fêtières de syndicats d'enseignants. Il s'agit de sauver l'école. Il s'agit d'avoir des choses dans un climat apaisé pour que ça soit des choses pérennes. Parce que ce qu'on gagne dans la violence, ça n'a jamais payé. Que quand on a négocié, qu'on a acquis certaines choses, il faut laisser la possibilité à l'administration de réfléchir. Pour l'obtention de cette prime, nous sommes venus signifier notre confiance à Madame la ministre, qui est notre porte-parole auprès du gouvernement et auprès de la commission qui a été mise en place, la Commission nationale de dialogue, consultative de dialogue. Donc nous voudrons demander de nous faire confiance et de faire confiance à notre ministre, car c'est par le dialogue que nous allons obtenir notre prime. Oui pour la prime, oui pour la négociation. Nos secrétaires généraux des sections ont décidé d'aller au travail mardi. A conduit à cette annulation de la grève la satisfaction de 2 des 6 points de revendication, à savoir la suppression des cours de mercredi et de l'arrêté 41 interdisant le syndicalisme aux directeurs d'école. Parmi les 4 autres points de revendication restants figure la question saillante des primes et indemnités d'enseignants qui retient l'attention bienveillante du gouvernement. Quand je suis arrivé, j'ai initié les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Tous les partenaires sociaux ont participé. C'est ensemble qu'on a défini les 4 grandes priorités. À partir des 42 leviers, quelles sont les 4 grandes priorités de notre ministère? Ce n'est pas dans l'ordre, mais on a dit 1, l'amélioration des premiers apprentissages. 2, la valorisation de la profession enseignante. Toujours sur la question des primes, objet du préavis de la grève, la ministre Mariatou Koné et les parents d'élèves appellent l'ensemble des fêtières d'enseignants à privilégier la voie du dialogue. Le mardi 15, nos enseignants ont décidé de rentrer en grève pour obtenir une prime incitative, ce qui est une très bonne chose. Mais nous lançons l'appel à tous ces enseignants de privilégier le dialogue dans la mesure où un cadre de discussion est mis en place, qu'ils privilégient le dialogue et que le mardi, ils puissent être à leur poste de travail pour que le quantum horaire qui est prévu ne soit pas empiété. Tout le monde a le droit de revendiquer, mais dans la négociation et dans le dialogue. Je souhaite seulement que les 15, 16 et 17, les cours aient lieu sur l'ensemble du territoire. L'agenda du ministère de l'Éducation nationale, c'est celui-là. La rencontre de ce dimanche, la deuxième dans le cadre des pourparlers pour la normalisation de l'environnement de l'école ivoirienne. Et dans l'actualité ce dimanche soir, un bâtiment s'est affaissé, un R+3 en construction s'est effondré ce dimanche. C'était vers 9h à Lokodjo dans la commune d'Atekoubé, en bilan partiel, fait état de 5 blessés, dont un dans un état critique et évacué. On en parle avec Julien Gogo, Alexis Godarogo, Adam Sang. Voilà ce qui reste de cet immeuble de 3 étages, encore en construction à Yopougon à Bobo-Doumé. Ce dimanche, aux alentours de 9h30, il s'est effondré sur des appartements déjà habités au rez-de-chaussée. Romain Tchédjé, voisin de l'immeuble, alerté par le drame, sera le premier secouriste. J'étais juste devant mon portail et j'ai entendu un bruit, tu secouais au moins le sol. Et c'est comme ça que je me suis approché. Je vois que l'immeuble a fondé et j'ai trouvé des personnes qui étaient à l'intérieur. C'est comme cela que je suis monté sur la toiture parce qu'il n'y a pas de passage. Et je me suis monté sur la toiture et j'ai décoffré la toiture. Et quand j'ai décoffré, c'était la seule issue où les gens devaient passer. Et c'est comme cela que j'ai sauvé d'abord les enfants d'abord. Et quand j'ai sauvé les enfants, c'était 3 enfants plus la mère parce que le père n'était pas là. C'est ce que j'ai pu faire. Sur place, sitôt informés, les sapeurs-pompiers procèdent aux recherches et à l'évacuation des victimes. Le GSPM a déployé 5 engins, 40 sapeurs-pompiers avec des spécialistes en recherche et sauvetage en milieu urbain, une équipe cynophile et des spécialistes en recherche en milieu périlleux.
Donc à ce moment, nous avons évacué une victime qui a été prise en charge par notre ambulance de réanimation. Il semblerait qu'il y ait 4 victimes ensevelies sous les décombres. Les opérations rendues pénibles par la pluie se poursuivent. Et on apprend maintenant, même les sapeurs-pompiers viennent de retrouver un corps et ils s'attellent à le faire sortir des décombres. Le gouvernement américain appuie la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé, 80 millions de dollars pour financer le projet REV de Save the Children, un projet qui va impacter 397 000 enfants de différentes couches sociales. Éric Gollet. L'organisation non gouvernementale Save the Children dresse le bilan du projet REV, ressources pour l'alimentation de la vulnérabilité des enfants. Pour la période de 2015 à 2024, ce sont plus de 397 000 enfants impactés en ces 9 ans. J'ai appris à comment prendre soin de mon corps. Avec le Business Plus aussi, j'ai pu monter mon activité génératrice de revenus. Une augmentation de l'accès aux soins de santé et de lutte contre le VIH. Le traitement antirétroviraux a également eu toute sa place dans ce processus sanitaire. Avec ce projet qui a duré 9 ans, on a pu avoir un impact extraordinaire sur les vies des plus vulnérables, les orphelins et les jeunes femmes qui maintenant sont devenus des acteurs extraordinaires avec un investissement de plus de 80 millions de dollars de peuple américain pour le peuple ivoirien. Les enfants exposés au VIH, difficiles à localiser, ont aussi été une priorité de ce projet. Le projet REV a contribué au renforcement du système sanitaire ivoirien. Nous avons tous vu ici l'impact important qu'a produit ce projet REV. Et c'est beaucoup de satisfaction que nous retirons de ce projet et nous en avons profité. Je veux dire, nous avons profité de notre présence pour remercier le grand pays que sont les États-Unis d'Amérique à travers son ambassadeur qui est ici et le peuple américain. Financé par l'USAID, le projet REV a aussi contribué au renforcement économique de 16 000 OEV, de 650 ménages, de plus de 80 000 adolescents, entre autres. Et les fortes pluies de ces derniers jours dans la région de la Nawa ont occasionné la montée des eaux, ce qui a provoqué des inondations de maisons et plantations. Certains ont estimé que les barrages de Soubré et Ribopopoli sont à l'origine. Alors Côte d'Ivoire Énergie a eu une rencontre avec les populations pour clarifier les choses. On le voit avec Sam Konan. Vue du ciel, plusieurs habitations et plantations sous les eaux, tout le long du fleuve Sassandra dans les régions de la Nawa et du Boclé. Le préfet de région, Clément Kaloubi Kouamé, et une délégation de Côte d'Ivoire Énergie se sont rendus sur les lieux. Il y a eu des interprétations malveillantes qui ont fait croire que le barrage était à la base de ces inondations. Il n'en est rien. Ces inondations-là obéissent à des facteurs naturels qui ont été exacerbés par le phénomène des réchauffements climatiques. Les populations impactées par ces inondations ont reçu la compassion des autorités qui ont profité de la rencontre pour les sensibiliser. On a pensé qu'il fallait initier nos populations à ce phénomène de réchauffement climatique et on a pris des mesures urgentes dès lors que ces événements se sont produits. Les premières mesures ont été d'abord la création d'un comité de crise et puis le déclenchement du plan Orsec. Mais le plus important, c'est d'agir de telle sorte qu'on ne puisse pas vivre la même situation l'année prochaine. Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux populations riveraines de cesser toute activité et toute circulation dans les zones des barrages de Soubré et de Gribopopoli, qui procèdent à l'ouverture des vannes des évacuateurs de crues. Et allons maintenant à Kigali, au Rwanda. Des entreprises ivoiriennes étaient présentes à la 2e édition du Forum des affaires de la ZLECAf, un rendez-vous qui a pris fin dans la capitale rwandaise, une occasion de nouer des partenariats pour de nouveaux marchés. Le stand ivoirien ne désemplissait pas, les services proposés ont eu du succès auprès des visiteurs. Envoyé spécial à Kigali, Davis Oyo. 1,4 milliard de consommateurs, c'est le marché que constitue la ZLECAf, un marché composé de produits 100% africains et dédié à l'Afrique.
La deuxième édition du Forum des affaires Biachara Africa 2024 offre aux petites et moyennes entreprises cet espace d'exposition. Dans ce marché, aux allures de l'Afrique en miniature, divers produits et services sont présentés par la centaine de participants. Le Comité national des organisations de femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire pour la ZLECAF et le réseau ivoirien du Hub du commerce extérieur, de structures déterminées à conquérir le marché africain. Quand ils entendent Côte d'Ivoire, ils sont heureux. Et c'est un plaisir déjà parce qu'on a pu tisser beaucoup de partenariats. On a rencontré des présidentes d'organisations de différents pays, notamment le Congo, le Tchad. Donc je pense que les choses vont aller bien. On vient à pareille rencontre où on a l'occasion de rencontrer toute l'Afrique réunie à une rencontre de la ZLECAF pour parler de nos produits, pour voir les produits des autres et surtout parler d'échanges. Quels sont les partenariats gagnants-gagnants qu'on pourrait éventuellement signer et aussi quels sont les problèmes qui sont identifiés et qui sont communs à nous tous pour qu'au sortir de là, on ait la solution. Les produits et services Made in Côte d'Ivoire proposés séduisent les visiteurs. Vous voyez les bagues que je porte là en bronze, je les ai fait venir de Côte d'Ivoire, ou beaucoup de produits tissés, dont tout l'artisanat ivoirien, vraiment, c'est un artisanat qui est très recherché. Même la tchéké aujourd'hui à Brazzaville, beaucoup de gens mangent la tchéké. Dans ce marché, on y trouve des produits alimentaires, vestimentaires et autres. Je suis dans le secteur de l'emballage alimentaire pour présenter les emballages aux autres pays africains. J'ai rencontré pas mal de monde hyper intéressant, des gens de tout horizon. Ça a été une occasion pour moi de découvrir réellement ce que c'est que la ZLECAF. Autant de marchandises et de services qui font l'affaire des visiteurs locaux et internationaux. C'est Made in Rwanda. C'est un bon tricot parce que c'est naturel, c'est pas synthétique. Et aussi fabriqué par le main d'une jeune femme qui est ici. C'est ça qui m'attire beaucoup. Introduire le marché africain, réaliser de bonnes affaires et échanger les produits en toute liberté avec des taxes douanières minimales sont les objectifs de ces entreprises africaines présentes à ce forum économique. Les entreprises ivoiriennes entendent justement être les meilleurs élèves pour booster davantage l'économie du pays. Et parlons aussi de l'Afrique et son développement culturel ici sur place en Côte d'Ivoire. Tabo a désormais un centre de lecture et d'animation culturelle. Ce tout nouveau centre a officiellement ouvert ses portes ce samedi. Le secrétaire d'État chargé de la francophonie de la France en visite en Côte d'Ivoire. Il s'y est rendu avec une délégation française et la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Ce centre à Tabo se positionne comme un véritable lieu de vie, de rencontres, d'échanges permettant de se cultiver et s'informer. Sidonie Davila. Tabo s'enrichit d'un nouvel espace culturel dynamique, le Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC. Inauguré en grande pompe, ce lieu offre aux habitants un accès privilégié à la lecture, à la culture et un éventail d'activités enrichissantes. Je viens à la bibliothèque pour mieux lire, pour avoir l'esprit ouvert, pour me libérer, pour me relaxer. Parfois aussi, je viens emprunter pour aller à la maison. Ça va me permettre d'améliorer mon vocabulaire, d'avoir une culture générale développée. À l'invitation de la ministre de la Culture, Françoise Remarque, Mohamed Souaili, le secrétaire d'État chargé de la francophonie, a visité le centre de Tabo. Ce projet, fruit d'un partenariat entre l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le ministère de la Culture et de la francophonie et la mairie de Tabo, s'inscrit dans une démarche de promotion de la lecture publique en Côte d'Ivoire. Je suis extrêmement heureuse de voir la présence de Monsieur le ministre à nos côtés pour venir vivre la francophonie au plus proche des populations, au plus proche de l'impact sur nos jeunes, sur nos femmes, sur nos enfants, parce que cet espace francophone qui nous lie avec beaucoup de valeurs doit être aussi un espace d'impact et de proximité. Au cours de cet événement, le ministère de la francophonie et la mairie de Tabo ont scellé leur coopération par une signature de convention. Le CLAC de Tabo compte désormais parmi les 9 autres dont dispose la Côte d'Ivoire et rejoint ainsi un réseau de plus de 320 centres similaires repartis dans 22 pays membres de l'OIF, témoignant de l'engagement
de la francophonie en faveur du développement de la culture. La Côte d'Ivoire est un acteur majeur de la francophonie. Et c'est pour ça que ce premier déplacement, il y avait beaucoup de possibilités, mais j'ai choisi de le faire ici. Il y a une histoire entre les peuples français et les peuples ivoiriens. Il y a beaucoup d'éléments communs. Pour sa toute première visite en Côte d'Ivoire, l'hôte du jour a été marqué par l'accueil chaleureux des populations de Tabo. Le secrétaire d'État chargé de la francophonie, Tani Mohamed Swahili, rebaptisé Kwasi Kotoko par les populations locales, a exprimé sa gratitude. Et dans l'actualité politique, le coordonnateur principal du RHDP de la commune d'Anyama rencontre les militants et cadres du parti. Il leur donne les orientations du président du parti après la rencontre de septembre dernier. Un moment d'échange que voici avec Eric Gori. Hamidou Silla rencontre la base pour faire passer efficacement le message du président du parti. Le coordonnateur principal du RHDP de la commune d'Anyama entend mettre au même niveau d'information les militants de base. Lui qui a eu l'occasion de prendre part à la rencontre des coordonnateurs et associés avec Alassane Ouattara, président du parti. Le RHDP a l'assaut d'1 million de nouveaux majeurs. Un défi important. Le coordonnateur principal du RHDP d'Anyama a par ailleurs invité les militants et responsables de structures du parti de prouver leur intérêt pour le parti par des actes majeurs. Il leur a également conseillé l'obtention de leurs carte de membres. De Daloa, un grand rassemblement pour prier pour la paix, la cohésion sociale et des élections apaisées. Les fidèles chrétiens, protestants et évangéliques sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Claude Saï Soumoro, chef de cabinet du président de la République, était l'invité spécial à cette rencontre. Jean-Yves Zadi, Kader Sogodougou. Centre culturel de Daloa, cadre choisi par la médiature évangélique de Côte d'Ivoire pour son congrès national. L'implication des protestants évangéliques dans le processus électoral de 2025. C'est le thème principal qui a rassemblé ces fidèles chrétiens venus de toutes les régions du pays pour élever la voix vers le Seigneur par des prières afin de favoriser un climat de paix et de non-violence au cours des élections à venir. En tant qu'acteurs de paix, nous allons y travailler pour que ce processus se déroule dans la paix, dans la quiétude, pour le bien-être des Ivoiriens. Invité spécial à cette cérémonie, son Excellence l'ambassadeur Claude Saï, par ailleurs chef de cabinet du président de la République. Il marque son soutien à l'Église pour ses prières en faveur de la paix et de la cohésion nationale. J'ai toujours accompagné l'Église dans sa marche sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je leur ai demandé qu'ils soient des personnes qui contribuent à amener les Ivoiriens à marcher ensemble, à ne voir que l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. Autre temps fort de cette activité, la remise officielle des arrêtés de nomination des médiateurs délégués des églises évangéliques des régions et des communes du pays, suivie de la remise des cartes. La lecture des recommandations faites par le comité scientifique du Grand Congrès évangélique national sous une écoute attentive de l'ambassadeur Claude Saï a mis fin à cette activité. Et voyons maintenant les grands points qui ont marqué l'actualité cette semaine, du Sénégal à Israël en passant par les États-Unis, le 7 sur 7 avec Anaël de Crisa, Alexis Ouedraogo. L'ex-président sénégalais Macky Sall a démissionné de son poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour un retour en politique. Il est à la tête de la liste de la coalition d'opposition Takawalou pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. Le prix Nobel de physique a été décerné mardi à John Hopfield et Jeffrey Hinton. Les deux lauréats ont utilisé des outils de la physique pour développer des méthodes qui sont à la base des systèmes d'apprentissage automatique, notamment dans l'intelligence artificielle. La République démocratique du Congo a été officiellement élue ce mercredi au Conseil des droits de l'homme à Genève, aux côtés du Bénin, de la Gambie, du Kenya et de l'Éthiopie pour le groupe Afrique. Les 5 pays siégeront pour 3 ans à partir du 1er janvier.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU restera un an de plus au Soudan. Les membres ont voté en faveur d'une prolongation de la mission d'enquête sur les violations perpétrées durant la guerre. Les autorités de Khartoum s'y opposent. Un gouvernement d'urgence sera formé en Israël pour la durée de la guerre face au Hamas. Le Premier ministre israélien et le leader de l'opposition sont parvenus à un accord ce vendredi. La vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate à la présidentielle américaine Kamala Harris accuse samedi Donald Trump de manquer de transparence sur sa santé après avoir elle-même publié son bilan médical. Des tirs de l'armée israélienne ont blessé des casques bleus au Liban. Le pape a appelé dimanche au respect de cette institution. Le Premier ministre israélien exhorte le secrétaire général des Nations Unies à ordonner le départ des troupes onusiennes des zones de combat. Et le 7 sur 7 met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que pour une bonne récolte, il faut remplir la calebasse de sueur. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.